Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à notre 148e Assemblée générale. Parmi les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je tiens à saluer tout particulièrement Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Procureur général, Madame et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Madame et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, ainsi que les représentants des autorités municipales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires à Genève. Je souhaite également la bienvenue aux représentants des administrations fédérales, cantonales et communales, aux représentants d'économie suisse et des grands organismes économiques de notre pays, aux représentants des associations et organismes professionnels, économiques et touristiques de notre canton, des ports francs et entrepôts de Genève, des chambres de commerce suisses, binationales et étrangères, et des partis politiques. Et enfin, je salue les représentants de la presse. Toute l'action de votre Chambre tend vers un seul but, faire en sorte que Genève connaisse une prospérité économique durable, fondée sur des bases saines. Pour cela, il est nécessaire que vous toutes et tous, entrepreneurs, quelle que soit la taille et la nature de votre entreprise, trouviez dans le canton un cadre favorable à l'exercice de cette activité. Pour atteindre cet objectif, notre première mission est d'améliorer les conditions cadres. Certaines sont strictement genevoises, d'autres sont nationales. Mais comme jusqu'à nouvel avis, Genève fait partie de la Confédération, nombreux sont les sujets discutés à Berne qui nous concernent très directement. L'un d'entre eux a récemment mobilisé votre Chambre. Il s'agit de la Convention en matière de succession que la France et la Suisse viennent de signer sans attirer beaucoup d'intérêt. Et pourtant, cette nouvelle convention n'apporte aucun avantage à la Suisse. La France obtient, en effet, la possibilité de faire appliquer, presque sans restriction, son droit interne qui assujettit à l'impôt l'héritier qui réside en France, quel que soit le lieu de décès du défunt. Et si vous aimez ce principe, vous adorerez la clause qui prévoit la possibilité de revoir l'assujettissement, je cite, « lorsque l'objectif principal du défunt ou de son héritier ou légataire a été d'obtenir une position fiscale plus avantageuse. » Fin de citation. Cette convention menace à moyen terme le tissu même de l'économie suisse. Pourquoi? Parce que celui-ci repose largement sur des entreprises familiales. Or, il suffirait qu'un seul héritier d'une famille d'entrepreneurs habite en France pour que la famille se trouve en situation de payer un impôt de succession dont le montant serait tel qu'il contraigne à vendre l'entreprise partiellement ou en totalité. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, c'est précisément ce qui est arrivé à une grande entreprise familiale française il y a une trentaine d'années. Les héritiers étant dans l'incapacité de payer la succession, l'entreprise a été vendue à des investisseurs allemands. Cela a provoqué un électrochoc en France et les gouvernements successifs ont mis en place une législation destinée à protéger les entreprises familiales. Or, une telle législation n'existe pas chez nous, d'où le danger que représente cette convention. Dans le même ordre d'idée, la fixation d'un taux d'imposition unique pour l'ensemble des sociétés contribuables sur le territoire genevois est une proposition que nous saluons. Ce taux de 13% devrait préserver l'attractivité du canton pour les sociétés bénéficiant actuellement d'un statut particulier, tout en limitant la baisse des revenus fiscaux découlant de la baisse du taux pour la grande majorité des entreprises. Je relève qu'un des mérites de cette proposition, et non des moindres, est d'alléger la charge des PME. Au-delà des millions qui sont en jeu, que ce soit en termes de recettes pour l'État ou de dépenses pour les entreprises, chacune de ces propositions nous ramène à l'un des moteurs du développement de Genève, la stabilité fiscale et juridique. La Convention franco-suisse en matière de succession, si elle entrait en vigueur,
introduirait un fort élément d'incertitude. C'est une évidence. Mais gardons-nous de reproduire un schéma similaire en modifiant le taux d'imposition des entreprises. Certes, l'actuelle proposition du Conseil d'État à 13% paraît avoir trouvé le bon équilibre, car l'augmentation est supportable pour toutes les sociétés concernées. Mais la pilule ne passera que pour autant qu'il ne prenne pas au gouvernement la fantaisie de réviser ces taux périodiquement. Souvenons-nous bien que la première richesse de ce pays et de ce canton, c'est la sécurité du droit. Dans un moment où de nombreux pays européens sont plongés dans des abîmes d'incertitude, assurons-nous bien de conserver précieusement cet avantage compétitif. Convention en matière de succession, taux unique d'imposition pour les sociétés sont deux exemples parmi d'autres de dossiers sur lesquels la Chambre travaille pour porter la parole des entreprises auprès des autorités, parfois pour soutenir leur action, parfois pour leur montrer où elles font fausse route. Dans tous les cas, l'action de la Chambre ne se déploiera réellement tous ses effets que si elle est répercutée et démultipliée, tel un écho par vos voix, mesdames et messieurs les entrepreneurs. Votre présence nombreuse ici ce soir montre que vous êtes attachés à la défense des conditions cadres de l'économie genevoise et je vous en remercie. Mais cette présence annuelle ou bisannuelle n'est pas suffisante. Je vous demande d'être des relais de nos messages tant dans votre environnement professionnel que personnel. Dès aujourd'hui, il y a une manière très concrète de faire cela. En quittant le Starlink ce soir, vous trouverez un formulaire que je vous demande de bien vouloir remplir et sur lequel vous indiquerez les coordonnées de toutes les personnes au sein de votre entreprise qui devraient recevoir tant nos lettres d'information électroniques hebdomadaires que notre magazine imprimé mensuel. Je ne peux pas conclure sans vous rappeler, si besoin en était, que nous sommes en année électorale. Vous le savez, notre directeur, Jacques Jeanneret, a brillamment accompli 3 législatures au sein du Grand Conseil. Après 12 ans, il ne briguera pas un nouveau mandat. Il nous paraît néanmoins indispensable que la voix des entreprises soit entendue directement au sein du législatif. C'est pourquoi 2 membres de la direction de la Chambre seront candidates au Grand Conseil. Il s'agit de Madame Nathalie Hardin, directrice adjointe, candidate sur la liste PLR, et de Madame Alexandra Ries, responsable de la communication, candidate sur la liste PDC. Les autres associations économiques présenteront également des candidats. Il s'agit de M. Alain Meylan et Pierre Weiss pour l'affaire Genève, de M. Édouard Coindet pour le groupement des banquiers privés, de M. Christophe Aumenier pour la Chambre genevoise immobilière et de M. Gabriel Barillet, actuel président du Grand Conseil. Mesdames, Messieurs, votre ambition légitime est d'offrir des emplois à ce canton et de créer de la richesse pour tous. Cela ne va pas sans effort. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. L'effort, c'est aussi expliquer, encore et toujours, les enjeux actuels auxquels nous sommes confrontés et les solutions qui permettent à l'ensemble du canton de progresser. Je vous demande de votre temps pour porter loin de la vision de la Chambre. Je sais pouvoir compter sur vous. Merci. On va passer maintenant à la partie statutaire et je constate que l'Assemblée générale a été régulièrement convoquée dans les délais impartis. Je vous invite à adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une opposition? Je ne vois rien du tout. Je constate que ce n'est pas le cas et je considère donc comme accepté et je passe tout de suite au point 2. Au niveau du procès-verbal de notre dernière Assemblée générale, il a été mis à votre disposition sur le site Internet de la Chambre comme annoncé à l'issue de la dernière Assemblée. Est-ce que quelqu'un en demande la lecture? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des oppositions à ce procès-verbal? Pas. Je constate que ce n'est pas le cas et considère donc ce procès-verbal comme approuvé. On passe à point 3 de l'ordre du jour, soit au rapport d'activité du directeur. Monsieur Jacques Jeanneret, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les invités, amis de notre Chambre,
Mesdames et messieurs les membres de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, il n'aura pas échappé aux membres que vous êtes ou aux partenaires que vous êtes attentifs à voir que notre Chambre, depuis quelques mois, résume son action avec 2 phrases. La première, assurer une économie forte. Et la deuxième, promouvoir les entreprises membres. Assurer une économie forte, c'est travailler pour que les conditions soient bonnes pour toutes les entreprises, de façon à ce qu'elles puissent développer leurs activités dans un développement et un esprit durable. Nous avons, par un sondage aléatoire, absolument pas scientifique, demandé à quelques-uns de nos membres, une vingtaine environ, de nous faire part de leurs préoccupations. Alors effectivement, dans le plan directeur cantonal, l'aménagement des zones industrielles est quelque chose d'intéressant. Je pense que de plus en plus la ville va sortir un petit peu dans les zones industrielles. S'agissant aussi des infrastructures, on aimerait voir se développer des zones industrielles telles que Colovray. On aimerait voir se développer la traversée du lac, et son corollaire qui est l'autoroute de contournement est de Vesna à Valard. On a tous envie d'avoir des constructions dans notre ville ou dans notre commune, mais si possible pas en face de chez soi. On est tous les mêmes. Donc à un moment donné, c'est l'intérêt général qui doit primer. Puis à un moment donné, on doit se dire, ben, c'est vrai, j'habite dans un logement d'une zone qui va être modifiée, et puis ma foi, on n'aura plus nos petites maisons, on aura peut-être autre chose. Alors la mobilité, c'est toujours une préoccupation, et je le mettrais plus en termes de qualité de l'accueil. Je pense qu'aujourd'hui, le trafic professionnel est un peu laissé pour compte dans le contexte de la mobilité à Genève. On est tous dans le même bouchon et puis et c'est un problème pour les entreprises parce qu'on perd du temps. Maintenant, on n'empêchera pas le véhicule à Genève, donc il faut jouer avec. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plutôt une volonté d'aller contre au lieu de trouver des aménagements avec. Et stopper la mobilité au centre-ville, pour moi, c'est pas la solution. C'est certainement aussi une solution que d'améliorer les transports publics, mais ça ne suffira pas. Ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu plus d'audace, de vision. Pas de surprise, donc l'aménagement du territoire et la mobilité font partie des conditions cadres qui sont importantes pour les chefs d'entreprise. La Chambre de commerce y travaille jour après jour. C'est ainsi qu'elle a participé à la préparation du projet de loi visant à revoir le statut des zones industrielles. Projet de loi qui visait à programmer la mixité dans les zones industrielles, mixité entre les entreprises du secteur secondaire et le secteur tertiaire, de façon à ce qu'elles se côtoient. Adopté par le Grand Conseil en mars 2012, ce projet de loi est vraiment un outil plus flexible, qui répond mieux aux exigences d'une industrie en mutation, qui répond aussi à l'actualité, qui fait qu'on a un territoire qui se restreint. Malheureusement, et c'est l'avis de la direction de la Chambre, ces dispositions ne vont pas assez loin. Elles ne vont pas assez loin puisqu'elles ne concernent que les nouvelles zones industrielles. Nous aurions aimé que toutes les zones industrielles soient concernées par ce projet de loi. En effet, la mixité dans les zones favorise la fertilisation croisée des entreprises et je crois que c'est un moment important. Il est nécessaire de garantir des prix au mètre carré au monde industriel relativement modestement, de façon à ce qu'il puisse être concurrentiel sur le plan international. Ça fait partie du projet de loi, c'est un élément qui est tout à fait important. La Chambre a toujours insisté, et le Conseil d'État y a été sensible, que cette mixité dans les zones industrielles aille de pair avec une plus grande densification. L'évaluation de ce premier pas va amener à l'extension du processus, m'a assuré Pierre-François Inger, le Conseil d'État en charge de l'économie. Mais probablement que son successeur, dans quelques mois, est dans la salle. Alors si je peux déjà noter la requête de s'occuper de ce dossier, ça sera déjà des choses gagnées. Merci. La mobilité est un point important. La Chambre de commerce a pris position sur le projet de concept Mobilité 2030. Projet déposé par le Conseil d'État. Je dois vous avouer que ce projet est décevant, que ce projet a un certain nombre de lacunes. Absence de priorité stratégique, absence de programme de financement, absence de phase de projet, absence de création de parkings urbains, non-respect de la nouvelle législation sur la compensation des places de stationnement, réduction de la capacité du réseau routier de 30% comme seule et unique réponse à l'optimisation des transports collectifs et de la mobilité douce. Certes, la Chambre a salué que la problématique des transports professionnels faisait partie de ce concept.
En outre, la volonté de finaliser le contournement autoroutier du canton par une traversée du lac, de construire des pépussaires en périphérie, d'améliorer encore les transports collectifs ou encore de coordonner la politique d'aménagement du territoire avec la politique de la mobilité sont des points positifs. Mais si on résume, il n'y a que des déclarations d'intention. Il n'y a aucune ébauche de mise en œuvre concrète et surtout il n'y a pas de plan B à ce plan Mobilité 2013. Si un éventuel report de la traversée du lac, qui est prévu pour 2030, devait avoir lieu, eh bien c'est tout le concept qui se casse la figure. À propos de la traversée du lac, c'est réjouissant de savoir que l'Office fédéral des routes a déclaré que son utilité était complémentaire au simple élargissement de l'autoroute existante. En d'autres termes, cet office a confirmé ce que la Chambre soutient depuis longtemps. Cette traversée du lac est un véritable outil du développement territorial. Ce matin, d'ailleurs, les autorités cantonales, au travers d'une conférence de presse, ont confirmé qu'elles travaillaient à une échéance 2030 et nous saluons cette décision. Reste maintenant, après la consultation sur ce concept Mobilité 2030, que nous attendons une version 2 qui corresponde mieux à la fois aux besoins des Genevois en général et des entreprises de ce canton en particulier. Autre point lié à la mobilité qui a occupé la Chambre en 2012, c'est la participation avec le GTE, le groupement Transport Économie, au lancement du référendum et à la campagne sur la première tranche de l'initiative communale intitulée « 200 rues sont à vous ». 56% des électeurs de la ville de Genève ont en effet jugé que ce projet était mal pensé et qu'il cherchait davantage à entraver la circulation plutôt que d'améliorer la qualité de vie des Genevois. Le résultat est encourageant, mais façon dont avancent les choses en ville de Genève, je crains qu'avant d'avoir des réalisations audacieuses, il faudra encore attendre un bon moment. C'est un statut qui permet à beaucoup de sociétés de rester sur Genève et de contribuer tant au niveau fiscal, mais aussi au niveau de l'emploi et du développement de la vie sociale sur le canton, face à une concurrence très acharnée. Et ce n'est pas une fin en soi de payer moins d'impôts, mais ça permet de libérer normalement des marges de manœuvre pour investir, pour innover dans des groupes comme les nôtres. Certains arbitrages peuvent se faire entre différents pays, différentes unités du groupe, en fonction, par exemple, de la fiscalité. Donc ça serait aussi un levier supplémentaire qu'on aurait pour dire au groupe ABB, continuons à développer ou développons encore plus d'activités à Genève parce qu'on a une fiscalité qui est plus avantageuse. Cette sécurité du droit et fiscale est très importante car nous investissons à long terme et celle-ci est primordiale et fait partie d'un de nos critères de sélection. En effet, mesdames et messieurs, la fiscalité est une des conditions de cadre qui définit le plus directement le degré d'attraction de Genève. La Chambre de commerce y a apporté beaucoup d'attention durant cette année 2012. Au début de l'année 2012, le Conseil d'État a déposé un plan financier quadriennal qui contenait des éléments pour hausser la fiscalité, notamment avec des mesures ciblées sur l'augmentation de l'assiette fiscale sur la fortune. Autrement dit, ponctionner encore, passez-moi l'expression, la vache à lait de la République. Mesdames et messieurs, c'est important de rappeler quelques chiffres. Moins de 1% des contribuables à Genève payent un quart de l'impôt sur le revenu. Moins de 1% des contribuables à Genève payent la moitié de l'impôt sur la fortune. Alors les associations économiques et les partis de droite ont concentré leurs forces pour refuser ces augmentations d'impôts. S'agissant toujours de la fiscalité des personnes morales, comme le Président l'a rappelé tout à l'heure, la Chambre soutient le projet de taux unique, quelle que soit l'activité déployée par une entreprise. Le taux doit être le plus proche possible du taux actuel pratiqué pour les entreprises qui bénéficient d'un statut fiscal particulier. On parle de 13%. Ça permettra bien sûr d'éviter à la fois une délocalisation d'un certain nombre d'entreprises et ça permettra d'éviter la perte de dizaines de milliers d'emplois. La Chambre s'attache à ce projet, elle le prend à bras le corps, notamment pour aller expliquer à la population les tenants et les aboutissants de ce projet. Même chose avec l'imposition selon la dépense, qu'on appelle plus communément les forfaits fiscaux. Vous savez qu'il y a une initiative cantonale, une initiative fédérale sur laquelle les électeurs seront appelés à se prononcer.
La Chambre de commerce a été auditionnée par la commission fiscale du Grand Conseil et elle a pu rappeler ainsi que ce sont plus de 150 millions qu'ils sont payés dans la caisse de la collectivité au travers de cet impôt sur la dépense. Pardon. La formation est fondamentale pour la compétitivité d'une économie. L'attente principale, me semble-t-il, à l'égard de la formation, c'est que la formation, l'enseignement soit non seulement pertinent, mais réponde aux besoins de l'économie genevoise. La Chambre joue un rôle important lorsqu'elle rappelle que les vecteurs d'attrait des entreprises ne sont pas seulement des facteurs fiscaux, mais sont des facteurs qui sont la formation et les activités culturelles d'une région ou d'une ville. Je pense qu'il y a un point fondamental où il y a encore une marge de manœuvre importante, c'est les synergies à développer dans le domaine de la formation des personnes en emploi et des formations continues. Et puis, il y a le problème du recrutement pour la suite, des jeunes qui arrivent, c'est les ouvriers de demain. Et donc là, il faut aussi se donner des structures, des moyens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on déleste un petit peu tout ça et qu'on met les entreprises à contribution en disant « faites-vous le boulot ». Oui, mais il y a aussi besoin derrière des structures, que ce soit administratives ou cantonales. Quand on regarde le développement des investissements dans d'autres cantons de Suisse romande, c'est vrai qu'à Genève, on peut être envieux de ces développements. Il faut impérativement qu'on puisse bénéficier d'investissements dans la formation, d'autant plus que ces investissements sont importants pour l'avenir de la région. Mesdames et messieurs, en automne 2012, la Chambre de commerce, avec ses partenaires, la Banque cantonale de Genève et l'Office cantonal de la statistique, a publié son étude économique qui portait sur la formation et qui a montré que le secteur de la formation était un secteur important à Genève. La réputation de Genève en matière de formation n'est plus à faire. Il y a quand même quelques points qu'on doit améliorer, notamment un élément sur favoriser, encourager la maturité bilingue, ainsi que les séjours à l'étranger. De nombreuses branches de l'économie demandent des connaissances de plus en plus pointues dans un monde en mutation. Et donc, il faut également mettre l'accent sur la formation continue. Elle doit être absolument soutenue. Même chose avec la formation duale. On a d'un côté les HES et l'université, et d'un côté la formation en entreprise. J'aimerais ici remercier le conseiller d'État Charles Bert d'avoir consacré un peu de temps à notre événement économique pour parler de la formation. Monsieur Bert, soyez remercié. Beaucoup de chefs d'entreprise m'ont dit qu'ils avaient apprécié vos propos lors de cet événement. Promouvoir les membres, c'est aussi une des missions de la Chambre. C'est ainsi que nous avons organisé, avec notre partenaire l'OPI, une délégation de chefs d'entreprise en Afrique du Sud. Une délégation très concrète, puisqu'il y a même des contrats qui ont été signés pendant le séjour. C'était important. À l'inverse, nous avons accueilli une vingtaine de délégations étrangères de chefs d'entreprise ici à Genève. Et puis nous avons mis sur pied en 2012 une nouvelle forme d'activité. C'est ainsi que nous avons réuni dans cet établissement, à la fin du mois d'octobre, environ 35 ou 40 chefs d'entreprise qui sont actifs en Chine, en présence de l'ambassadeur de Suisse en Chine. Une discussion de plus de 3 heures qui a été très fructueuse. Nous avons reconduit cette manifestation avec l'ambassadeur de Suisse en Russie il y a quelques semaines, et je crois que c'était un bon succès. Quelques mots sur l'arbitrage et la médiation pour vous dire que nous avons enregistré en 2012 28 nouvelles requêtes d'arbitrage qui portent sur une moyenne d'environ 7 millions de valeurs litigieuses. À noter que sur les parties en présence, elles provenaient de 27 nationalités différentes, ce qui souligne bien le caractère international de l'arbitrage à Genève au travers de notre règlement d'arbitrage. Règlement d'arbitrage que nous avons révisé, que la Chambre y a pris une part active dans le cours de l'année 2012, pour le rendre plus proche des besoins des entreprises. Activités nombreuses et variées, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, pour mieux vous servir. J'ai brossé quelques-unes de ces activités dans mon rapport. Je laisse maintenant la conclusion à quelques chefs d'entreprise. La Chambre de commerce et d'industrie de Genève est le cœur de l'activité des PME sur le canton. Quand on s'intéresse à l'international, il n'y a pas... ça ne se discute pas, il faut faire partie de la Chambre. Vous êtes un peu notre vecteur de communication avec les autorités genevoises, les autorités cantonales aussi, voire les autorités fédérales. Et c'est très important que notre voix soit transmise et qu'ils sachent
quelle est notre opinion et quelle peut être aussi notre valeur ajoutée. Depuis 1 an et demi, je vais à tous les midis de la Chambre, donc je confirme, c'est extrêmement efficace et je dirais que probablement 60 à 70% des affaires que nous avons réalisées l'an passé, directement ou indirectement, étaient liées à ces relations qu'on a eues à travers la Chambre de commerce. Est-ce que ça vaut la peine d'être membre de la Chambre quand on ouvre son entreprise? La question ne doit même pas se poser. Vous devez le faire, mais c'est une évidence. Ça me paraît fou de ne pas être membre de la Chambre quand on est une entreprise à Genève. Monsieur le Président, je vais terminer avec le rapport d'activité. Merci de votre attention. Je remercie notre directeur pour son rapport et comme à notre habitude, je vous propose de discuter du rapport après la présentation des comptes de l'exercice 2012. Et donc j'aborde sans tarder le point 4 de l'ordre du jour et je vais donner la parole à notre trésorier, M. Pierre Poncet, qui va vous présenter les comptes de l'exercice 2012 ainsi que notre proposition de budget pour cette année. M. Poncet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en qualité de trésorier de la Chambre de commerce, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport 2012. Les tableaux de chiffres détaillés pour les comptes et le bilan sont disponibles sur le site web de la Chambre depuis le 11 mars dernier. Je me borne donc ici à en souligner les principales données. Le compte d'exploitation 2012 de la Chambre présente des recettes d'un total de 5 79 887 francs en légère baisse par rapport à 2011. Plus de la moitié des recettes est constituée des émoluments perçus pour les carnets ATA, certificats et autres légalisations. Deuxième source de recettes, les cotisations de membres, suivies du sponsoring et des frais perçus pour les arbitrages. Ces derniers bénéficient du paiement tardif des frais inhérents à des activités réalisées les années passées et ne reflètent donc pas entièrement la marge des affaires 2012. Je souhaite m'attarder quelques instants sur les émoluments, car ce poste est bon indicateur de la santé économique du canton. Vous pouvez constater très nettement sur ce graphique l'effet de la crise 2008. Après 4 années de hausse substantielle des exportations, on assiste à une baisse très nette encore perceptible en 2012. Le faible tassement de la courbe entre 2011 et 2012 illustre toutefois la bonne résistance de notre économie. Passons maintenant aux dépenses. Le montant total des dépenses d'exploitation à charge de l'exercice s'élève à 5 162 507 francs. Sans surprise, le poste le plus important est constitué des frais de personnel, suivis des frais de manifestation, assemblée générale, événements économiques et tous les séminaires et conférences que la Chambre organise au long de l'année. Pour 2012, il faut souligner que le poids du poste frais de gestion est dû aux premières dépenses liées au réaménagement des locaux de la Chambre. Ceci engendre un déficit d'exploitation de 82 619 francs, entièrement couvert par un résultat sur titre de plus de 100 000 francs. Le résultat de l'exercice s'inscrit donc à 26 006 francs, que votre Conseil vous propose de porter en augmentation de la réserve générale. Le bilan au 31 décembre 2012 présente un total de 7 848 090 francs. En tenant compte de l'excédent de recettes de l'exercice 2012, les fonds propres s'élèveront à 5 337 877 francs. Le budget 2013 qui vous est présenté par le Conseil prévoit des recettes évaluées à 5 57 600 francs et ne tiennent compte d'aucun produit financier. Les recettes tablent sur des cotisations de membres stables, puisqu'une fois encore, elles sont maintenues à leur niveau actuel. Des émoluments en hausse et des recettes d'arbitrage en baisse. Le budget présente un excédent de produit de 2 825 francs. Quant aux dépenses, leur volume total est en baisse. Seules les actions de soutien à l'économie connaîtront une hausse. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Poncet. Je vous remercie de votre excellent travail et de votre dévouement au service de la Chambre. Comme nous l'avons annoncé dans la convocation à notre Assemblée générale, nous ne procéderons pas à la lecture du rapport de la Société fiduciaire d'expertise et de révision SA, puisque vous avez eu la possibilité de le lire sur le site Internet de la Chambre. Est-ce qu'un membre souhaite néanmoins poser une question à nos réviseurs? Je salue messieurs Samuel Bardy et Dominique Rivolet et les remercie, ainsi que leurs collaborateurs, pour leur révision et leur précieux conseil. Il n'y a pas de questions.
J'ouvre donc la discussion sur le rapport d'activité du directeur, les comptes 2012 et le budget 2013. Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions? Je vois que ce n'est pas le cas. On va passer au vote. Et pour gagner du temps, je vous propose de voter ces 3 rapports en une fois. Est-ce que quelqu'un a une objection? Merci, ce n'est pas le cas. Donc je prie les membres qui approuvent ces rapports de bien vouloir lever la main. Il y en a quand même qui lèvent la main. C'est bien. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non, ce n'est pas le cas. Donc je déclare que le rapport et les comptes de l'exercice 2012 sont approuvés à l'unanimité et je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer au point 5 de l'ordre du jour, soit le vote de décharge du Conseil. Est-ce qu'un membre demande la parole à ce sujet? Je constate que ce n'est pas le cas et je passe donc au vote, en priant bien entendu les membres du Conseil de bien vouloir s'abstenir. Les membres qui approuvent cette décharge voudront bien le manifester en levant la main. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas et je constate donc que vous donnez la décharge au Conseil pour l'exercice 2012. Je vous remercie de votre confiance. Au nom de mes collègues du Conseil, j'en profite également pour remercier la direction et les collaborateurs de la Chambre pour l'engagement dont ils font preuve tout au long de l'année en gérant avec diligence, efficacité et esprit d'entreprise les nombreuses activités de la Chambre. Je passe au point 6 de l'ordre du jour, qui est la désignation du contrôleur aux comptes. C'est la société fiduciaire d'expertise et de révision SA qui a assumé le mandat de contrôleur aux comptes de la Chambre de commerce pour la première fois, et elle l'a fait à notre entière satisfaction. Elle a su en outre établir de très bonnes relations avec le Conseil et les collaborateurs de la Chambre. Par conséquent, le Conseil vous propose de renouveler son mandat pour une année. Quelqu'un demande-t-il la parole à ce sujet? Cela ne semble pas être le cas. Je passe donc au vote. Les membres qui approuvent cette proposition voudront bien le manifester en levant la main. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Donc le mandat de la Société fiduciaire d'expertise et de révision SA est donc accepté pour un an. Je la remercie encore une fois pour son excellent travail et je me réjouis de collaborer à nouveau avec elle. Je passe maintenant au point 7 de notre ordre du jour, à savoir les élections au Conseil. Selon l'article 15 de nos statuts, les membres du Conseil sont élus pour 2 ans et immédiatement rééligibles, la durée cumulée de leur mandat n'excédant pas 12 ans. Alors, quittent le Conseil cette année messieurs Xavier Cruzado, Blaise Gutsching et François Neff. Xavier Cruzado, membre de la direction de Firmenich, est entré au Conseil en 2011, représentant le secteur de la chimie et de la parfumerie. Ayant quitté Firmenich, M. Cruzado a démissionné du Conseil courant en 2012. M. Blaise Gutsching, que beaucoup de gens connaissent, a été élu au Conseil en 2001 pour représenter la BCGE et le secteur bancaire en général. Conformément à nos statuts, M. Blaise Gutsching a atteint la durée maximale et nous quitte cette année. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour le remercier de l'excellence de notre collaboration tout au long de ces années. La collaboration entre la Banque cantonale genevoise et la Chambre de commerce a en effet toujours été étroite, très étroite même, et se laisse notamment observer année après année avec la publication de l'étude économique. M. François Neff, enfin, a été élu au Conseil en 2001 pour y représenter le secteur des multinationales et de la pharmacie et a démissionné du Conseil en cours d'année passée. Élu président de la Chambre de commerce en 2008, François Neff s'est engagé avec passion et enthousiasme sur de nombreux dossiers importants pour l'avenir de Genève. Citons en particulier l'opération Geneva Cube, qui a placé la Chambre de commerce au rang des interlocuteurs de l'État en matière d'aménagement du territoire et au combat qu'il a mené pour s'assurer de la présence pérenne des multinationales, notamment grâce à une fiscalité favorable. L'étude publiée ces jours par la Fondation de Genève confirme d'ailleurs leur importance puisqu'elle représente aujourd'hui 22% de la valeur ajoutée totale genevoise. Le bureau du Conseil s'associe à moi pour remercier une fois encore François Neff de son engagement. Je souhaite remercier chaleureusement ces 3 personnes au nom du Conseil, du bureau et des collaborateurs de la Chambre pour le temps qu'ils nous ont consacré ainsi que pour leur contribution, les idées et l'expérience qu'ils ont mises au profit de nos activités. Ils sont rééligibles cette année et ont accepté de se représenter
Mesdames Laurence de la Serna, qui est directrice générale de la société Jean Gallet SA, et Antonietta Frangi, membre de la direction de la société Frangi SA. Ainsi que messieurs Christian Berlovan, associé de Procab Studio SA, Jean-Louis Dumont, qui est Head of Managed Service West de chez Swisscom, Olivier Dunant, associé chez Meyer Lustenberger Lachenal Avocat, Marc Favre, agriculteur viticulteur au domaine des Grands Buissons et président d'Agri Genève, Denis Aran, agent général d'AXA Winterthur Assurance, François-Paul Journe, maître horloger constructeur des montres Journe SA, Pierre Poncet, associé senior de Bordier et compagnie. Monsieur Poncet est évidemment membre du bureau en sa qualité de trésorier. Patrick Schreiber, directeur général de Dupont de Nemours International, qui est aussi membre du bureau. Guy Vibourel, directeur général de Migros Genève. Je vous propose d'approuver par un seul vote le renouvellement pour 2 ans des mandats arrivant à échéance. Y a-t-il une opposition à cette procédure? Puisque ce n'est pas le cas, les membres qui acceptent ces élections voudront bien le manifester en levant la main. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Ce n'est pas le cas. Et je constate donc que le mandat de ces membres du Conseil a été renouvelé pour 2 ans. En leur nom, je vous remercie de la confiance que vous leur témoignez. Le Conseil vous propose d'élire de nouveaux membres. Suite au départ de Blaise Gotching comme représentant de la BCGE, nous vous proposons la candidature de M. Claude Bagnoux. Claude Bagnoux est né en 1964. Il est titulaire d'une maturité commerciale de l'École supérieure de commerce de Genève et d'un diplôme de l'IMD de Lausanne. Il a débuté sa carrière auprès des SIG avant d'entrer à la Banque hypothécaire du canton de Genève en 1990. Suite à la création de la BCGE en 1994, il a occupé divers postes de direction et, depuis 2001, membre de la direction générale, responsable de la division entreprise et clientèle institutionnelle. En parallèle, Claude Bagnoux est membre de plusieurs conseils d'institutions cantonales et la commission technique de l'Union des associations patronales genevoises. Suite au départ de Xavier Cruzado comme représentant du secteur de la chimie et de la parfumerie, nous vous proposons la candidature de M. Stéphane Fallot. Né à Bienne et au bénéfice d'une formation d'économiste d'entreprise de l'École supérieure de cadre pour l'économie et l'administration de Neuchâtel, Stéphane Fallot a débuté sa carrière chez Novartis avant d'entrer chez Firmenich en 2003. De 2008 à 2011, il a occupé le poste de CFO Asie-Pacifique à Singapour avant de revenir à Genève pour y reprendre le poste de vice-président Investment and Business Development en 2011. Comme représentant du secteur des fiduciaires, nous proposons la candidature de M. Robert Fellman. Né en 1956, au bénéfice d'une licence en sciences commerciales et du diplôme fédéral d'expert comptable, Robert Fellman a débuté sa carrière en 1978 au sein d'une fiduciaire de la place. Il est directeur et associé de la fiduciaire Horvat depuis 1985, devenu Fellman et Associé SA en 2005. Très engagé au sein des diverses organisations cantonales, il a entre autres présidé le groupement des jeunes dirigeants d'entreprise à Genève. Pour représenter le secteur de la médecine privée, nous vous proposons la candidature de M. Gilles Ruffnat. Né en 1973 et diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, il a débuté sa carrière en tant que cadre chez Manor à Fribourg. Directeur adjoint de la clinique des Grangettes de 2000 à 2006, il en est aujourd'hui le directeur général. En parallèle, il est membre du conseil d'administration de plusieurs centres médicaux à Genève, en Russie et en Arabie Saoudite, et président de l'association des cliniques privées de Genève. Comme représentant du secteur de négoce, nous vous proposons la candidature de M. Nicolas Tamari. Né en 1969, Nicolas Tamari est diplômé de la London School of Economics, de l'EPFL et de l'INSEAD. Après un passage chez Merrill Lynch à Londres et de la Banque nationale de Paris, il devient en 1994 directeur de Sucafina, une des plus importantes sociétés mondiales de négoce de café. En parallèle, Nicolas Tamari est membre de nombreux conseils d'administration, président de l'Association suisse des négociants en café et membre du conseil du GTSA. Mesdames et messieurs, je vous propose d'approuver par un seul vote l'élection de ces 5 nouveaux membres au Conseil. Y a-t-il une opposition à cette procédure? Tel n'est pas le cas, donc je passe au vote. Les membres qui acceptent ces élections voudront bien le manifester en levant la main. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
Merci, il n'y en a pas. Je déclare donc ces nouveaux membres élus. Je vous remercie de la confiance que vous leur accordez et me réjouis d'ores et déjà de pouvoir collaborer avec eux aux travaux de notre Conseil. Enfin, vous savez que le Conseil de la CCIG compte en son sein 2 observateurs, soit les représentants du groupement des jeunes dirigeants d'entreprise et de la Jeune Chambre internationale. Observateur au sein de notre Conseil depuis 2011, pour le compte de la Jeune Chambre internationale, dont il a été le président, M. Hubert Gillieron nous quitte cette année, également suite au passage du flambeau de la présidence à son successeur. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir prochainement M. David Pien au sein du Conseil. Né en 1976 et diplômé de l'Université de Cincinnati et de l'École supérieure de commerce de Nantes, Audencia, il commence sa carrière dans une agence de médias à Genève en 1999. En 2003, il fonde l'agence de communication Vangsen. Il a rejoint la Jeune Chambre internationale de Genève en 2006. Je passe maintenant au dernier point 8 de l'ordre du jour, à savoir les propositions individuelles. Y a-t-il des propositions individuelles? Oui, je crois qu'il y a une là-bas. Oui. Monsieur Crépigny. Monsieur Crépigny, oui, on vous passe la parole. Ah, il y a un micro. On peut fournir un micro. Ah, la technique arrive. La technique arrive. Voilà, merci. Merci. Mesdames, Messieurs, j'aimerais juste donner une information. Une plateforme s'est créée l'année passée, une plateforme qui regroupe pratiquement l'ensemble du commerce genevois, dont la CCIG. Et cette plateforme qui s'est formée et qui intervient sur la question et le problème qui touche beaucoup Genève aujourd'hui du commerce transfrontalier et des échanges non contrôlés aux douanes, intervient au niveau du gouvernement cantonal et veut aussi faire de la communication sur ce problème. Et c'est la raison pour laquelle je vous annonce que le 15 mai prochain, il y aura une conférence sur ce thème à Unimail à 20h. Et il y aura M. Pierre Maudet qui interviendra. Il y aura une représentation de l'USAM et de plusieurs représentants des organisations commerciales de Genève. Donc je vous invite à venir à cette conférence le 15 mai. Je vous remercie. Je vous remercie de votre information. Je dois d'ailleurs préciser que notre directeur de la Chambre, Jacques Jeannera, interviendra pendant cette conférence le 15 mai et je peux que vous recommander d'y participer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions individuelles ou d'autres communications que vous souhaitez faire? Si ce n'est pas le cas, je vais donc déclarer close la partie statutaire de cette 148e Assemblée générale. Bien entendu, le procès-verbal de cette Assemblée sera disponible prochainement sur notre site Internet pour celles et ceux qui souhaiteraient le consulter. Conformément à l'usage, un membre du gouvernement cantonal a bien voulu répondre à notre invitation et nous apporter un message de la part du Conseil d'État. J'ai donc le plaisir d'accueillir le président du Conseil d'État, M. Charles Aubert, à qui je passe la parole. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Directeur, Madame et Messieurs les membres du Bureau, Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la Conseillère d'État, Messieurs les Conseillers d'État, Messieurs les représentants aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le maire du Grand Saconnet, Mesdames et Messieurs. C'est non seulement un plaisir, mais également un honneur pour moi que de prendre la parole aujourd'hui devant votre Chambre, au nom du Conseil d'État, pour tout simplement vous communiquer un certain nombre de points qui figurent parmi nos préoccupations essentielles en tant que gouvernement. S'il est justement une préoccupation qui est omniprésente pour tout gouvernement aujourd'hui, particulièrement en Europe, mais également en Suisse au niveau cantonal, c'est la question de la croissance économique. J'aimerais à cet égard relever un certain nombre de chiffres. Mais d'abord, permettez-moi de constater que bon nombre de secteurs d'activité sont en difficulté
traversent un certain nombre de périodes durant lesquelles ils doivent s'acclimater. Je pense tout particulièrement au secteur de l'industrie, de la construction, de l'hôtellerie, de la restauration, mais également des services financiers, avec un certain nombre de difficultés de nature différente, structurelles, tantôt conjoncturelles. Mais j'aimerais relever que parmi les bons éléments en termes de chiffres, en termes relatifs bien entendu, c'est le taux de croissance cantonale qui s'élève aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de l'année 2012, à 1,2%, ce qui est supérieur à la moyenne suisse, qui se situe à 1%, et au-dessus, bien entendu, des différentes collectivités publiques européennes. Il n'y a pas, bien évidemment, de miracle dans ce chiffre, mais il y a une volonté de garder un cap. Et ce cap réside notamment dans une très grande capacité de dynamisme économique. J'en veux pour preuve les chiffres des exportations et des importations, puisque les exportations se voient en croissance aujourd'hui avec un chiffre relativement élevé, puisqu'elles croissent de 6,7%, avec une croissance des importations à 6,2%, amenant le volume des exportations à plus de 16 milliards contre 10 milliards d'importations. Nous le voyons, notre économie, votre économie, eh bien, réside en grande partie sur sa capacité d'exportation, et nous restons donc une terre, une collectivité publique particulièrement tournée vers l'extérieur en ce qui concerne sa création de richesses. J'aimerais bien entendu, en relevant ces chiffres, en relevant l'importance de notre économie, rendre un hommage tout particulier aux chefs d'entreprise que vous êtes, puisque sans la prospérité que vous amenez, il n'y a aucune prospérité dans notre région. Voyant ces chiffres, nous constatons, et je constate, que c'est d'abord au niveau intérieur que nous souffrons et que les secteurs ont le plus de difficultés à résister à un certain nombre de normes de concurrence, tantôt d'adaptation réglementaire déjà évoquées. Alors j'aimerais dire que notre préoccupation en tant que Conseil d'État, lorsque nous établissons une planification quadriennale sur le plan financier ou le budget, c'est très justement de vouloir conserver les conditions cadres propices, tout particulièrement les capacités de croissance à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous devons, pour cela, non seulement faire en sorte que les conditions cadres soient préservées, mais également que des vents contraires sur le plan conjoncturel ne soient pas accompagnés par des décisions par trop restrictives qui feraient évidemment planer la menace de la récession sur notre canton. Nous voulons éviter cette menace. Et c'est pour cela que nous avons également maintenu, dans la période difficile actuelle, un volume d'investissement relativement important, puisqu'il s'établit pratiquement à 750 millions de francs, ce qui représente malgré tout un chiffre extrêmement important de soutien également à l'économie, notamment à l'économie intérieure et à la construction en particulier. Bien évidemment, gérer, c'est aussi prévoir et c'est adapter nos conditions cadres. Et nous avons pour cela engagé un certain nombre de réformes et nous les avons annoncées. Merci d'en avoir fait l'écho tout à l'heure. Je pense en particulier à la question de l'adaptation de notre fiscalité en ce qui concerne les personnes morales. Et j'aimerais dire ici combien il est important pour l'ensemble du canton de faire en sorte que non seulement les conditions cadres soient préservées, que notre attractivité soit préservée, que les sociétés multinationales qui sont taxées selon le système du statut puissent rester, et de faire en sorte également de pouvoir remettre sur pied une égalité de traitement entre les différentes entreprises. Pour cela, le taux à 13% engage tout notre gouvernement pour faire en sorte que nous puissions non seulement préserver l'avenir des entreprises, mais également la prospérité de notre région et la capacité de notre appareil social en termes de redistribution. Il n'y a pas de capacité de redistribution sans croissance et sans entreprise dynamique, et cela, chacune et chacun
ferait bien de s'en souvenir. Ces choix que nous faisons, nous devons également les accompagner de choix en direction de la fiscalité pour les communes, pour faire en sorte que celles-ci ne soient pas emprisonnées aujourd'hui dans une paralysie en ce qui concerne la construction de logements, autre élément qui peut et handicape déjà aujourd'hui notre canton. En relevant les chiffres toutefois également positifs, puisque en 2012, après une année 2011 terrible en matière de nombre de construction de logements, eh bien, nous avons redémarré à la hausse et j'aimerais bien évidemment le souligner. Mais pour faire en sorte que cela dure, il faut non seulement une fiscalité qui ne pénalise pas les communes qui construisent, mais il faut également faire en sorte qu'il y ait une planification. Et je salue tout l'effort qui a été notamment porté par François Longchamp en ce qui concerne le plan directeur cantonal, pour faire en sorte que nous ayons une vision partagée des enjeux en ce qui concerne la construction de logements qui fait partie des conditions cadres de notre canton. Parmi les conditions cadres, j'aimerais encore rapidement en évoquer trois. La première, c'est celle de la sécurité, incontournable aujourd'hui à Genève, puisqu'on le sait, nombre de visiteurs. Je pense également à des ambassadeurs que je reçois quelquefois au nom du gouvernement, accompagnés par M. Barillet, président du Grand Conseil, et nous entendons quand même régulièrement, comme cela est le cas dans la Gazette, comme cela est le cas dans le café, mais comme c'est le cas également dans les préoccupations des politiques, un véritable souci pour la sécurité, de faire en sorte que nous ne détériorons pas notre capacité d'accueil par une incapacité à gérer la sécurité sur notre territoire. Et bien évidemment, je salue le travail de Mme Rochat, le travail de M. Maudet qui, évidemment, aujourd'hui bénéficie notamment, nous l'avons vu ce matin, nous nous en félicitons, d'une amélioration en ce qui concerne les chiffres de la criminalité. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quelquefois un petit signe fait du bien au moral, y compris celui de notre gouvernement. Et puis, parmi les conditions cadres, vous avez évoqué les transports. Alors permettez-moi très rapidement à ce sujet de dire que je salue, même si cela ne va pas dans votre sens, le vote positif en ce qui concerne la loi sur l'aménagement du territoire. Comment concevoir qu'on puisse aujourd'hui étaler l'urbain sans véritable densification, en engendrant des coûts sans cesse supplémentaires des transports, en ayant des difficultés de les financer? Mesdames et messieurs, au moment où le temps qui sépare le domicile du lieu de travail augmente, il est impératif que les dépenses en matière de transport augmentent également, comme les transports publics, puisqu'il y a saturation sur notre sol. Je ne crois pas à la guerre des transports, je ne crois pas à la négation du besoin de l'automobile, je crois, comme vous, à un juste équilibre qu'il convient de négocier. Dernier élément, sans patriotisme aucun, c'est la formation, vous l'avez aussi évoqué. Pour dire que nous avons besoin de réussir un certain nombre de réformes, parmi celles-ci, le nouveau cycle d'orientation qui est justement destiné à rapprocher la formation de la vie en entreprise par la formation professionnelle. Et puis évoquer également, parce que j'y tiens, même si je ne le connaîtrai pas directement, c'est la rentrée scolaire en 2014 avec un mercredi matin qui signifie que les écoliers genevois à l'école primaire retournent une 9e demi-journée à l'école, ce qui est une condition de réussite parce que sans travail assez appuyé et développé, il n'y a pas de réussite scolaire comme il n'y a pas de réussite économique sans travail et investissement. Mesdames et messieurs, je tiens, avec un certain nombre de ces rappels, à vous dire que je souhaite mettre en évidence un certain nombre de risques qui menacent très directement notre collectivité. Je pense, en tout premier lieu, à la question du populisme dont quelquefois on se gargarise en termes de propos politiques. Pourtant, très concrètement, j'aimerais dire aujourd'hui que lorsque j'entends les discussions sur la limitation de la population étrangère, avec un mode plus ou moins environnemental, avec l'initiative Ecopop, eh bien, il y a une grande volonté de limiter, de faire en sorte que régulièrement l'agenda politique
soit occupé par cette obsession du nombre de personnes étrangères vivant sur notre sol. Et puis en même temps, j'entends le Conseil fédéral mettre en consultation la question de la clause de sauvegarde en ce qui concerne l'emploi et qui a aujourd'hui d'abord pour effet de nous isoler encore davantage sur la scène européenne. Il n'y a pas d'avenir pour les entreprises ou pour les travailleurs par l'isolement. J'évoquais les chiffres des exportations tout à l'heure. Notre économie est directement tournée vers le monde extérieur et les chiffres de l'emploi, avec une augmentation en 2012 de 1,3%, sont également là pour le rappeler. Le populisme est un élément terriblement destructeur. J'évoque la question du nombre de personnes étrangères sur notre sol, mais je tiens également à évoquer d'un mot la question des rémunérations. Pour dire que si le partenariat social est en panne, s'il ne devait plus porter ses fruits, alors demain, les initiatives qui visent à tout régler par la loi, des rémunérations dites abusives au salaire minimum, en passant par les écarts de 1 à 12, nous emmènera bien évidemment très loin de notre objectif, qui est celui de l'adaptation de notre économie, non seulement à son monde extérieur, mais à la préservation de la marge de redistribution. Et c'est sur ce point que j'aimerais terminer mon propos en vous disant que je souhaite que la question des inégalités soit également le centre de chacune et chacun dans les débats politiques et autour des différentes préoccupations que nous avons à partager. Si nous avons pu remarquer qu'en 2003 et 2009, notre économie a cru, eh bien nous remarquons qu'il y a eu une augmentation pour les plus riches de notre canton, je le salue et je ne la condamne pas, de plus de 12%. En ce qui concerne également les plus pauvres, mais je ne prendrai pas les sans revenus parce qu'il y a les étudiants dedans, nous sommes sur une diminution de 12%. Les écarts se creusent et il y a non seulement enrichissement, mais également appauvrissement. Alors j'en appelle à l'État social, à la capacité de redistribution, au partenariat social sur lequel nous avons fondé notre prospérité, qui a le mérite également de pouvoir compter sur une Genève internationale que nous devons impérativement préserver et une région que nous devons construire harmonieusement. Merci de votre attention. Monsieur le Président du Conseil d'État, je voulais vous remercier. Nous sommes très sensibles à vos paroles, en particulier celles sur les conditions cadres et également celles qui soulignent le constat qu'avant de distribuer, il faut gagner. Nous arrivons presque au terme de notre assemblée statutaire. Je profite de cette occasion pour vous informer que notre 11e événement économique aura lieu le jeudi 31 octobre 2013 au Centre Congrès de Palexpo. Vous y êtes d'ores et déjà toutes et tous cordialement invités. Donc je vous rappelle, c'est le 31 octobre 2013. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette assemblée générale. Je vous remercie de votre participation. Et avant de vous inviter à passer à l'apéritif qui précédera le dîner annuel de la Chambre, où je précise, tous les vins qui seront servis seront des vins genevois de viticulteurs membres de la Chambre. Je voudrais passer... Non mais c'est important, ils sont très bons. Je voudrais passer la parole à notre directeur Jacques Jeanneret qui voudrait vous donner quelques informations. Oui, 2 informations, mesdames et messieurs. Une assemblée générale, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur, de regarder ce qui s'est passé dans l'année écoulée. Eh bien, j'aimerais porter mon regard sur l'avenir et vous annoncer qu'aujourd'hui, vous avez l'ouverture du site mobile de la Chambre. Désormais, à partir de n'importe quel smartphone, vous pouvez avoir les informations et les activités de la Chambre et vous inscrire à toutes nos manifestations. Et enfin, vous avez les images là sur l'écran. Et enfin, une information de service. Vous êtes plus de 850 personnes ce soir. Nous avons pulvérisé le record de participation à cette assemblée.
notamment parce que l'hôtel qui nous accueille de façon merveilleuse depuis plusieurs années. Il est victime donc de son excellent travail, ce qui nous a posé quelques petits problèmes d'organisation. On va mettre l'apéritif sur 2 étages. Il y aura, comme les années précédentes, pour ceux qui étaient présents, l'apéritif dans ce qu'on appelle le foyer, juste à côté. Mais nous aurons également une partie d'apéritif au premier étage, au rez-de-chaussée, là où se trouve le bar. 2 raisons peut-être de monter au rez-de-chaussée. D'abord, les fumeurs y trouveront un fumoir. Et puis ensuite, pour aller tout de suite tester le site mobile, le réseau est meilleur au rez-de-chaussée. Mais il faut quand même que quelques personnes restent en bas, sinon ça va nous poser également des problèmes. Ensuite, on se retrouve tous dans le salon Zermatt, comme d'habitude pour le dîner annuel, avec quelques places debout dans le foyer pour ceux qui souhaiteraient davantage circuler et ne pas être bloqués assis à une table toute la soirée. Voilà. On en a enfin terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je voulais vous dire, c'est un très grand encouragement pour l'équipe de la Chambre. Je pense en particulier l'équipe de 26 personnes qui travaillent autour de Jacques Jeanneret, pour tous les membres du Conseil, pour tous les membres du Bureau. Et c'est évidemment pour nous très positif. N'oubliez pas de prendre les petits papiers et de donner des adresses e-mail de collaborateurs pour ceux qui pourraient être susceptibles de recevoir les informations de la Chambre et passer le relais des informations et tous les sujets sur lesquels on essaie d'engager la Chambre pour défendre les intérêts des entreprises. Merci et bonne soirée.